à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation d'uniforme. Aujourd'hui, je viens de vous présenter l'uniforme porté par un lieutenant au sein du 1er Panzer Regiment dans la 1re Panzer Division en Grèce durant l'été 1943. Avant de commencer, je tiens à remercier Nestov, Parabellum Shop et War Militaria pour leur soutien apporté à mon travail. Vous pourrez retrouver le lien de leur boutique dans la description de cette vidéo. Mais il me faut rappeler certains points comme d'habitude. Tout d'abord, cette vidéo n'est qu'une base qui vous servira à constituer votre uniforme. Ce n'est en aucun cas une bible, malgré mes nombreuses recherches, qui vous épargnera l'achat de livres, de magazines spécialisés ou même de faire vos propres recherches sur internet. Ensuite, vous êtes sur le point de découvrir un uniforme dont les insignes n'ont pas été censurés. Ceci est une volonté historique de ma part. Cette vidéo n'est en aucunement politique, tout comme les commentaires politiques seront interdits. Vous retrouverez la liste complète des éléments qui composent cette tenue dans la description avec le timing correspondant. La 8e division de Panzer fut créée le 16 octobre 1939 à partir de la 3e division légère qui était réorganisée en changeant des brigades en régiments, en dissolvant des régiments pour en recréer d'autres, etc. Dès janvier 1940, les premières parties de la division s'installent dans la région de Wesel et toute la division déménage le mois suivant vers la frontière néerlandaise pour ensuite aller s'entraîner à partir de début mars 1940. Lors de l'invasion de la France, la division faisait partie de la deuxième vague et n'a pu traverser la frontière luxembourgeoise que le 12 mai, puis la frontière belge le lendemain. Le 16 mai, la division traverse la Meuse entre Nouzonville et Charleville, puis atteint Montreuil-sur-Mer le 21 mai 1940. Le 27 mai, elle prend la route vers Dunkerque et subit des accrochages à Hazebrouck. Puis à partir du 10 juin, la division prend la route vers le sud au sein du corps d'armée de Guderian. La campagne de France de la division s'achève le 21 juin alors qu'elle a dépassé Vesoul. Fin 1940, la division est déplacée en Silésie pour repos et réorganisation. Elle retourne en France fin février 1941 dans la région de Dijon, puis passe en Autriche. Le 8 avril, elle franchit la frontière hongroise et roule vers le sud-est pour pousser ensuite vers Belgrade en Yougoslavie. Elle continue ensuite vers Sarajevo qui est prise le 15 avril. La mer Adriatique est atteinte 2 jours plus tard. S'ensuit alors une période de repos en Hongrie et Autriche jusqu'en juin 1941, date à laquelle l'opération Barbarossa est lancée. Elle combat et avance pour pousser vers Leningrad jusqu'au 18 juillet, puis est retirée du front. Elle reprend les hostilités le 23 juillet, qui ne s'arrêteront pas avant la fin de l'année 1941, pour combattre dans les régions à l'est de Leningrad, désormais ville assiégée. Fin janvier 1942, la division vient aider les troupes encerclées à Kolm, qui tiendront pendant 105 jours. La division passe ensuite en défense et la situation se stabilise. Elle est donc renforcée et réorganisée au printemps 1942. Elle est renvoyée au combat début juin pour finalement être retirée en novembre, remplacée par la 93e division d'infanterie. Elle est déplacée à Velikiye Luki, où elle passera l'hiver 1942-43, et une partie des troupes dut se rendre le 17 janvier après de lourdes pertes dans la ville. Les restes de la division sont retirés du front le 10-11 mars 1943 pour être renforcés. Elle retourne au combat à la mi-mai 1943 pour participer à des opérations contre des partisans sur la rive nord de la rivière Daugava. Elle prend ensuite part à des opérations défensives au nord et à l'est d'Orel suite à l'opération Citadelle, mais elle finit par se replier après de nombreuses pertes. S'enchaînent alors une succession de retraites, de pertes et de pauses pour réorganisation tout au long de l'été pour arriver en septembre dans la région de Tchernobyl et de Pripyat où la division dut combattre et fut repoussée par l'armée rouge encore une fois. Elle combattit dans la région de Jitomir en novembre 1943, souffrant du froid et des assauts répétés des soviétiques. La division resta en défense jusqu'au 11 février 1944, date à laquelle elle est retirée du front. La division était réduite à un groupe de combat renforcé. Elle est redéployée en mars 1944 dans la région de Tarnopol et une nouvelle pause fut possible en mai 1944, après avoir échappé de peu à la destruction. De nouvelles retraites s'enchaînent et la division vient défendre Budapest à partir du 5 décembre 1944. Le début de l'année 45 ne fut pas plus joyeux, la division étant successivement retirée, déplacée, réorganisée, sans jamais pouvoir retrouver les effectifs d'une vraie division. Fin janvier, la division se retire et traverse l'Oder pour être engagée dans la bataille pour Lauban en Pologne, non loin de la frontière allemande. Elle se retire ensuite vers le sud pour défendre la Tchécoslovaquie à partir d'avril 1945. La division sera totalement détruite à Brno, en Tchéquie, en mai 1945, et les troupes restantes se rendront aux Américains
qui les livreront aux soviétiques. Au total, 31 membres de la 8e Panzer Division ont pu recevoir la croix de chevalier de la croix de fer, et 2 ont pu recevoir la croix de chevalier de la croix de fer avec feuille de chêne pour leurs actions héroïques durant les durs combats sur le front de l'Est. Les Allemands et la première division de Panzer, sous le commandement du Feldmarschall Rommel, ont mordu à l'hameçon lancé par les Alliés, faisant croire à un débarquement imminent en Grèce. En repos en France jusqu'en mars 1943, elle arriva sur place en avril pour être rééquipée et pleinement opérationnelle pour l'été. Les troupes blindées allemandes sont équipées en accord avec le climat, avec certains éléments récupérés de la tenue continentale. Apparue en 1940 pour la campagne d'Afrique, la chemise M40 fut réutilisée tout au long du conflit dans les secteurs méditerranéens. Ainsi, la Grèce n'était pas une exception. Elle est réalisée en coton et dispose de 2 poches sur la poitrine et peut se fermer sur le devant par 5 boutons. Une plaque d'identité gravée du matricule du soldat, ici 540, ainsi que le régiment d'engagement, ici la 4e compagnie du 10e régiment de Panzer, est portée autour du cou et placée sous la chemise. Une cravate noire issue de la tenue continentale est portée par notre officier, destinée à la tenue de service mais non portée au combat. Réalisé en toile vert olive, le short ou Truppenkurzhose est conçu en 1940 pour l'Afrika Korps. Il fut donc réutilisé pour la Grèce puis le front italien après le débarquement en Sicile. Certains soldats ont perçu des shorts de la Kriegsmarine ou même de la Luftwaffe, tous les deux de couleur sable, par manque de shorts tropicaux en Grèce. Une poche est placée de chaque côté, en plus d'une poche pour la montre à gousset placée sur l'avant. Une poche est située sur la fesse droite, se fermant par un bouton en fer. À l'intérieur de la ceinture, des boutons sont prévus pour le port des bretelles, mais elles ne furent que rarement, voire même jamais portées. Une ceinture intégrée permettant de faire le travail. Elle est réalisée en toile forte et se ferme par une boucle à hardillon en fer. Les brodequins cloutés sont issus du modèle M37, avec un enchaînement d'œillets et de crochets. Distribuées dès 1941 à toute la troupe pour remplacer les bottes de marche, plus onéreuses à produire car nécessitant plus de cuir, elles étaient indispensables lors de la campagne de Grèce, lorsque les brodequins tropicaux n'étaient pas disponibles. Elles sont en cuir noirci pour la première partie de la guerre, puis marron sur la fin par manque de cirage noir. Elles ont environ 38 clous octogonaux mis sur une semelle elle-même fixée à la chaussure. Un fer peut être disposé à l'avant pour améliorer la longévité de la chaussure. Les chaussettes sont portées de manière non réglementaire pour s'adapter au climat chaud. Il faudrait normalement qu'elles soient remontées sur les jambes. Les bandes blanches permettent d'identifier la taille de la paire de chaussettes en laine. Les lacets sont en coton rond, plus solides que les lacets en cuir initialement fournis. Réalisée en sergé de coton vert olive, la vareuse tropicale 2e type a des poches dépourvues de plis Watteau, caractéristique du premier modèle M40, suivant la même évolution que la vareuse en drap de laine. Les rabats permettant la fermeture des poches sont malgré tout toujours en accolade. Elle se ferme par 5 boutons et est destinée à être portée col ouvert. Les manches se ferment par 2 boutons de chaque côté et malgré le climat, il n'était pas réglementaire de remonter ces manches. Des crochets disposés aux hanches permettent de maintenir le ceinturon malgré le poids qui peut être transporté. Les poches permettent de transporter des outils, documents, cigarettes ou autres munitions peu volumineuses. Les hommes de la troupe récupérèrent les pattes d'épaule de leur Sonderbekleidung noire, les grades tropicaux n'étant plus disponibles en nombre suffisant. Notre lieutenant porte des pattes d'épaule officier avec un pips doré, le tout monté sur la Waffenfarbe rose des Panzers. Un aigle de poitrine spécifique pour les officiers, réalisé en fil d'argent sur fond noir pour les Panzertruppen, est cousu à cheval sur la poche droite, pour ne pas trop cacher l'aigle avec l'ouverture du col. Particularité de notre vareuse, qui se retrouve sur de nombreux éléments du 1er Panzerregiment en Grèce, les pattes de col sont reprises depuis la tenue continentale. Le port de ces insignes n'était pas du tout réglementaire, mais c'est l'esprit de corps qui l'emporte sur le règlement. Notre officier est décoré de plusieurs décorations. Une barrette de rappel de médaille est placée au-dessus de la poche gauche, avec la croix de fer seconde classe, la médaille du front de l'Est, la médaille des 4 ans dans la Wehrmacht, la médaille de l'Anschluss et la médaille des Sudètes. Sur la poche gauche est placée la croix de fer première classe, obtenue après avoir accompli un acte de bravoure, et l'insigne de combat des blindés argent, obtenu après avoir pris part à 3 assauts blindés sur 3 jours différents. Le ruban de rappel ne fut pas porté au combat, mais les autres décorations l'étaient, bien que fixées de la même manière. Le bonnet de police ou calot fut instauré début décembre 1938 pour toute la troupe, mais pas pour les équipages de Panzer qui avaient déjà la Fellmütze, ou même pour les officiers qui avaient la Schussmütze. Ainsi, les Panzertoffiziere furent envieux de cette coiffure et demandèrent des fabrications tailleur avec de la laine noire. Certains officiers gardèrent leur bonnet de police sur fond Feldgrau et Waffenfarbe rose, mais le noir était plus à la mode que le gris. Ce n'est que le 27 mars 1940 que cette coiffure devient réglementaire. Une tresse argentée sur l'avant et le dessus permet de différencier le modèle pour officier de celui de la troupe, et nous retrouvons la cocarde tricolore sous la Waffenfarbe rose. Un aigle de calot se retrouve sur le dessus.
Il existait plusieurs modèles de casquettes pour les personnels de l'armée allemande. La plus connue était la Schirmmütze, privilégiée par les officiers supérieurs de fait de sa qualité. Les officiers devant acheter leur propre matériel, nombreux furent ceux qui se sont rabattus sur la version low cost, la Fellmütze Alterhardt. Celle-ci pouvait avoir des insignes tissés, donc était moins chère à fabriquer, ou brodés comme ici, pour une version un peu plus chère. Elle est mise en service à partir de 1934 et fut conservée par de nombreux officiers même au combat. Le cerclage intérieur a été enlevé pour lui donner une forme cassée. La Waffenfarbe rose encadre un bandeau vert bouteille, et on la retrouve également sur le sommet de la casquette en laine. La visière est réalisée en cuir souple noirci. Les officiers disposaient d'un ceinturon brun depuis le printemps 1934, mais à partir de juillet 1943, il fut réglementaire de teinter tous les ceinturons officiers en noir. Et les nouveaux perçus après cette date ont été directement fabriqués en noir. Notre officier a donc suivi les ordres et teinté son ceinturon. Le ceinturon pour officier est reconnaissable grâce à sa boucle à double ardillon sur l'avant. Sur le côté droit du ceinturon est disposé un porte-carte, ou Meldekartentasche, modèle M35 de couleur noire. Cet accessoire était indispensable pour les officiers et sous-officiers devant transporter des cartes, crayons, boussoles et autres outils pour se repérer. Il était en cuir granulé pour éviter les reflets. Sur le côté gauche du ceinturon est disposé le holster en cuir noir pour Luger P08. Conçu à la fin du 19e siècle, mis en service dans sa version définitive en 1908, le Luger P08 n'a que peu pris de ride depuis la Première Guerre mondiale. Il fut donc utilisé jusqu'en 1945, malgré l'arrivée du P38 en 1940. Chambré en 9 mm Parabellum, son chargeur pouvait contenir 8 cartouches, et un chargeur supplémentaire était stocké dans le holster. Les plaquettes pouvaient être en bois ou bakélite. Le P08 était cependant cher à produire et nécessitait un entretien minutieux. Les jumelles en dotation dans toute l'armée allemande furent les jumelles Dienstglas 6x30. La lentille droite était graduée pour estimer efficacement la distance, mais cette graduation ne fut plus mise en place sur les modèles tardifs. Certains modèles furent peints en jaune sable pour la campagne d'Afrique, comme ici, mais cette couleur est devenue réglementaire dès 1943, quel que soit le théâtre d'opération. Différentes graisses ont été utilisées pour permettre une utilisation dans différents climats, comme la neige, la chaleur ou le climat continental classique. Les jumelles étaient livrées avec une sangle en cuir, et il manque ici l'étui, stocké en blindé, le capot de protection en cuir ou bakélite pour protéger les lentilles, et une petite patte pour accrocher les jumelles au bouton de la vareuse. Plusieurs modèles de Windschutzbrillen ou lunettes de protection furent en dotation dans l'armée allemande. Ici vous pouvez voir le modèle le plus fréquemment rencontré, il est équipé d'un cerclage en aluminium avec un caoutchouc disposé autour pour une protection optimale. Un élastique gris réglable permet de porter les lunettes et une vis de réglage est placée entre les deux optiques pour adapter à la morphologie de chacun. Cet accessoire était indispensable pour tout chef de char qui se respecte, pour se protéger les yeux de la neige, du vent mais aussi de la poussière, voire du sable pour le terrain africain. A noter que ce type de lunettes n'était pas que prévu pour les Panzertruppen, mais aussi pour les motocyclistes ou les pilotes. Apparu à partir de 1941, le Hals-Microphone KMFB était le laryngophone réglementaire dans toute l'armée blindée allemande. Il est constitué d'un arceau qui se pose sur le cou et deux micros sont disposés de chaque côté, se posant donc sur la gorge du soldat. Un boîtier noir relie les deux micros ensemble et un bouton est placé sur le côté, permettant d'ouvrir la fréquence. Un autre bouton de verrouillage se situe sur l'avant, permettant de bloquer le bouton latéral pour garder la fréquence ouverte, et permettre ainsi d'avoir les mains libres. La prise, d'abord à 2 pattes, est passée à 3 pattes lors du changement du KMFA vers le KMFB, gagnant en clarté sur certaines lettres dites de bouche. Suivant la même évolution que le laryngophone, les écouteurs ou Kopfhörer ont également changé en 1941, passant du modèle DFHD vers le modèle DFHB, permettant d'uniformiser les ampérages au sein d'un même équipage, le pilote et le chef de char ayant auparavant des équipements différents. Les pads en caoutchouc sont passés à cette occasion de la couleur rouge-orange vers la couleur noire, et les prises des équipements furent toutes changées pour s'aligner sur la prise du casque de l'opérateur radio qui disposait d'un ampérage plus important avant 1941. Les pads étaient tellement efficaces contre le bruit qu'il était courant de voir les officiers porter le casque de travers avec une seule oreille couverte. Les soldats étaient des hommes avant tout et pouvaient recevoir des petits colis de leur famille. Ainsi notre officier vient de recevoir un colis dans lequel diverses denrées peuvent avoir été placées. Dans sa poche de vareuse, il transporte divers sachets tels du talc pour les pieds, très important en territoire tropical, du sucre, du café, qu'il soit moulu ou non, ou même des allumettes, très utiles pour allumer un feu de camp, ou tout simplement pour allumer sa cigarette. Ces éléments peuvent être transportés dans un sac à pain, mais celui-ci est resté dans le blindé, d'où le transport temporaire dans la poche. Le pistolet mitrailleur MP40 était réalisé par Heinrich Vollmer, et est l'aboutissement du développement du MP36 puis MP38. Le chargeur droit contient 32 cartouches de 9 mm et pèse presque 4 kg avec une crosse rabattable, spécialement conçue pour être utilisée dans des espaces restreints tels que les SDKFZ ou le stockage dans un blindé. Le MP40 fait partie de la dotation réglementaire de chaque char.
Il s'agit de l'arme de défense collective, bien que chaque membre d'équipage fût équipé d'une arme de poing, et que le MG34 de caisse pouvait être démonté en cas d'évacuation du blindé. 2 porte-chargeurs de 3 chargeurs étaient stockés dans le blindé, disponibles pour alimenter l'arme. Une bretelle permettait son transport à l'épaule. Il s'agit ici d'une réplique de chez Denix. Vous pourrez retrouver le lien de la revue dans la description de cette vidéo. La première division de Panzer étant arrivée un peu précipitamment en Grèce pour prévenir un débarquement imminent, il n'était pas rare de retrouver des ensembles dépareillés. Ainsi, le short de notre officier a déjà été utilisé en Afrique, contrairement à la vareuse M42 Tropical qui est tout juste sortie des stocks. Malgré le règlement qui demandait l'utilisation d'un aigle de poitrine et de lycènes tropicaux standardisés, notre officier a pris les insignes de son blouson croisé noir de tankiste. Le cuir de ses équipements est de couleur noire, neuf également suite à une nouvelle perception lors du rééquipement en France début 1943. Le holster et le Luger sont quant à eux une ancienne perception de notre officier, qu'il a pu conserver de sa précédente affectation. Certains officiers pouvaient également porter des pantalons, mais l'ensemble noir n'a que rarement été employé en Grèce. Engagé en 1937 dans la première division de Panzer au sein du 1er régiment, notre soldat aspire rapidement à devenir officier, étant alors identifié comme aspirant. Il participe à la campagne d'Autriche puis de Tchécoslovaquie. Il participe à la campagne de Pologne également, avant d'être envoyé en France pour démarrer cette nouvelle campagne le 10 mai 1940 en tant que conducteur de Panzer III. Lors de ces différentes campagnes, il obtient les différents rubans de rappel de la médaille de l'Anschluss et des Sudètes, puis la croix de fer seconde classe lors de la campagne de France. Il monte également en grade pour devenir Obergefreiter. Malheureusement, il est fait prisonnier en France fin 1940 et ses papiers et sa plaque lui furent confisqués après une première tentative d'évasion. Il fut libéré après la capitulation française du 22 juin 1940. Il est ainsi réintégré dans les Panzertruppen dès juillet 1940 au sein de la 4e compagnie du 10e Panzer Regiment, dans la 8e division de Panzer, avec une nouvelle plaque d'identité. Il participe à la campagne des Balkans en 1941 où il est promu officier et prend le grade de lieutenant. Puis il rejoint Belgrade, où il reçoit la médaille des 4 ans d'ancienneté dans la Wehrmacht. Quelques semaines plus tard, les pertes au combat et ses victoires lui permettent de devenir Oberleutnant. Il rejoint la Prusse orientale avec sa division pour rejoindre le groupe d'armée Nord et participe à la bataille de Leningrad, lui permettant après coup de recevoir la médaille du front de l'Est, visible sur sa barrette de décoration, ainsi que la croix de fer première classe, obtenue pour bravoure au combat. Il est également décoré de l'insigne des blindés argent, participant à plusieurs assauts à bord de son Panzer III. Notre lieutenant est réaffecté dans la première division de Panzer en décembre 1942, juste avant qu'elle ne soit envoyée en France pour repos et rééquipement. Il passe ensuite sur Panzer IV en tant que chef de char pour être envoyé en Grèce en avril 1943. Et ne rien faire, l'opération Husky ayant lieu en Sicile en juillet 1943. Notre lieutenant est donc renvoyé en Ukraine en novembre 1943 à Jitomir avec la première division pour prendre part aux contre-offensives allemandes à l'ouest de Kiev. Il fut capturé par les soviétiques en décembre 1943 alors que son char est tombé en panne à cause du froid. Son équipage et lui furent exécutés le jour même, les soviétiques les ayant confondus avec des Waffen-SS du fait des têtes de mort sur la tenue noire. Leurs dépouilles n'ont jamais été retrouvées. Voici ce qui conclut cette vidéo de présentation d'uniforme, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire, à vous abonner et à partager cette vidéo. Je tiens encore à remercier Nestov, Parabellum Shop et War Militaria, Nestov pour les brodequins, Parabellum Shop pour le petit matériel et War Militaria pour les décorations. Mais si vous aussi vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à aller voir dans la description, vous pourrez retrouver mes pages Tipeee et MyTip, ou même devenir souscripteur de ma chaîne, ainsi vous pourrez m'aider à la fois sur la forme mais aussi sur le fond de mes vidéos. Quant à moi, je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouvelles vidéos d'uniforme, d'Airsoft et de VIP. Salut! Pour savoir, les gens derrière la caméra, Sonia elle était comme ça. Et là elle est comme ça.